Bonjour à tous, rebonjour à ceux qui nous rejoignent. Deuxième partie, cette matinale d'infos sur Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales de France qui nous rediffusent, les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français et avec TV5 Monde. Ce matin, l'invité politique de 8h en direct sur ce plateau, c'est Richard Ferrand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale et vous êtes député du Finistère. C'est la raison pour laquelle nous avons invité pour vous interroger ce matin Hubert Coudurier. Bonjour Hubert. Bonjour Cyril. Directeur de l'information du Télégramme et vous êtes président de Télé Bretagne Ouest, la chaîne TNT locale du Finistère, et puis partenaire de cette matinale d'info. Et puis Marcelo Westfred du Figaro. Bonjour. Pour Public Sénat, intervieweur politique. Merci d'être avec nous ce matin. Le Berry républicain résume tout ce matin. Richard Ferrand, la galère commence, on le voit sur cet écran, c'est un mardi noir dans les transports, quasiment pas de train, il y a aussi des cadres parmi les grévistes. Est-ce que vous êtes surpris par le niveau de mobilisation finalement? Non, mais vous parlez de galère. Ce qui serait bien, c'est que RER ne rime plus au quotidien avec galère. C'est quand même ça l'enjeu de la réforme que nous entreprenons. Ce que nous voulons, ce n'est pas une réforme contre la SNCF, c'est que les 4 millions de passagers quotidiens de la SNCF et de l'ensemble des trains soient mieux servis, que l'on investisse plus. Parce que les cheminots eux-mêmes, vous savez, moi je prends le train, je ne prends pas l'avion, donc je circule beaucoup en train. Parce que les cheminots eux-mêmes sont navrés du fait que le sous-investissement de ces dernières années fait qu'on a multiplié les pannes, que l'on multiplie les retards et que le service se dégrade. Tout ça parce que la SNCF n'a plus les moyens d'investir. Alors, quand on investit, ça marche. Hubert Coudurier connaît bien la ligne Brest-Quimper, où 80 millions ont été investis et on est passé d'1h35-40 de temps de liaison à 1h10 aujourd'hui, avec plus de trains et en desservant plus de communes. Ça veut dire que lorsque l'on investit, lorsque l'on donne une perspective tant aux cheminots qu'aux passagers, alors oui, on va vers un nouvel âge d'or. Alors pour l'instant, il y a des peurs. Pourquoi, Richard il y a des Ferrand, peurs, pourquoi mais il y a les aussi cheminots, des manipulations. Pourquoi les cheminots ne comprennent pas ce discours? Alors pourquoi eux, ils parlent plutôt d'un monologue, ils disent on est face à un mur, il n'y a pas de dialogue avec le gouvernement? Non, ceux qui vous disent ça, ce Laurent sont Brun, ceux... patron de la CGT cheminot. En effet. Mais hier soir, j'entendais son alter ego de Sudrail, j'entendais une députée communiste dans un journal du soir qui raconte des mensonges. Est-ce qu'on veut privatiser la SNCF? Non, non, non et non. Est-ce que l'on veut porter atteinte au statut de ceux qui en bénéficient à ce jour? Non, non, non et non. Donc que l'on ne dise pas le contraire pour faire peur à tout le monde. Lorsque l'ouverture à la concurrence nécessitera des transferts de personnel, à ce moment-là, il y a la portabilité des droits. C'est-à-dire que le salaire est garanti, le régime de retraite est garanti, bref, l'essentiel est garanti. Vous connaissez beaucoup d'entreprises où quand on change d'employeur, on a l'emploi à vie garanti, le même niveau de retraite. Malgré tout, Richard Ferrand, est-ce que c'est pas avant tout une épreuve de vérité au plan politique, une fois passée la réforme du Code du travail, par un effet de sidération, mais lié à l'élection présidentielle et à la légitimité politique évidente du président 3 mois après son élection, vous attaquez un bastion syndical très, très puissant, et si ça marche, eh bien, vous pourrez dérouler votre train de réforme sans aucun problème. Et est-ce que c'est pas pour ça qu'il y a une crispation de la CGT qui entraînera, qui elle peut avec elle? Il y a certains, mais ils sont totalement minoritaires, qui veulent jouer un 3e tour de la présidentielle, en quelque sorte. Mais la plupart des cheminots, certains ont des inquiétudes. Ensuite, ils en ont un peu marre. Et je les comprends. Du cheminot bashing en quelque sorte. Moi je les aime les cheminots, je vois comment ils se dévouent, je vois comment ils bossent. Simplement ils ont des infrastructures qui ne sont pas au niveau, parfois un certain nombre de trains qui ne le sont pas non plus. Donc il faut ensemble que l'on dise, il faut sortir de ces surcoûts de fonctionnement, appelons ça comme ça, de manière pudique, 14 milliards par an. Il faut sortir de cette dette qui empêche d'investir 48 milliards et retrouver avec les cheminots un projet d'avenir, un projet d'entreprise publique d'avenir. Et ça, on va arriver à le construire. On va y arriver avec les cheminots, on va le construire ensemble avec les régions qui sont des partenaires importants, mais il restera bien sûr toujours les agitateurs qui veulent se saisir, prendre en otage ce débat pour faire de l'anti-Macron primaire. Richard Ferrand, ça a toujours existé. La dette, vous en avez parlé. Est-ce que vous êtes favorable à ce que l'État reprenne les 46 milliards de dettes de la SNCF? Si on veut porter quelque chose de cohérent,
il va bien falloir que l'on débarrasse la SNCF de ce fardeau. Alors l'État lui-même, c'est un peu plus complexe, en tout cas transformé en dette publique, pas forcément en dette budgétaire, enfin tout ça, c'est de la technique, mais enfin c'est important, pour que la SNCF reparte sur, sans mauvais jeu de mots, de bons rails, avec une capacité d'investir, que la SNCF elle-même se transforme, que l'encadrement de proximité ait vraiment des responsabilités, que les choses ne soient pas construites en silo. Vous prenez le train parfois. Souvent. Combien de fois on vous dit « Ah non, allez demander à un tel, puis un tel, puis un tel. » Alors, attendez, à un moment donné, il faut que chacun se sente investi de plusieurs missions, soit investi d'une forme de polyvalence pour améliorer le service rendu. Et croyez bien que les cheminots, ils y aspirent à cela. Donc moi, je suis confiant parce qu'au-delà de cette mobilisation qui est un signal, qui dit attention, on ne laissera pas tout faire n'importe comment. Donc il faut l'entendre, il faut être respectueux de tout cela, parce que c'est jamais marrant de faire grève. Mais il faut faire ce travail de conviction sur le fait que ce que nous mettons sur la table, c'est la voie d'avenir. Vous êtes pour l'investissement, par la concurrence, pour qu'il y ait plus de trains, moins chers, et qui développent le transport ferroviaire. Est-ce que vous n'avez pas lâché un peu vite, en tout cas par la voix d'Elisabeth Borne, sur un certain nombre d'avantages acquis pour les familles des cheminots qui ont été reconduits, ensuite sur le fait de ne pas passer par les ordonnances pour la mise en concurrence? Cette mise en concurrence, elle est imposée. De toute façon, vous ne pourrez pas la reculer indéfiniment. Les traités européens l'imposent. Vous l'avez voté en 2015 ? Oui, oui. Tout comme d'ailleurs l'ensemble des membres du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Dont Olivier Faure. Dont Olivier Faure, et qui aujourd'hui voudrait faire les têtes de gondole dans les manifestations. Il faut tout de même avoir un peu de constance, ça ne peut pas nuire. Vous craignez une coagulation, c'est toujours le mythe révolutionnaire à la française. En plus, il y a l'anniversaire de mai 68 qui arrive. Cette coagulation qui monte et qui devient irrépressible et qui oblige... Il y a les éboueurs qui sont en... Comme en 95, finalement, à faire marche arrière. Oui, mais j'entends bien qu'un certain nombre voudraient théoriser et concrétiser ce que l'on appelle la convergence des luttes. De faire en sorte que plusieurs foyers d'inquiétude ou de protestation fassent un front uni. C'est dépassé, ça ? Pour on ne sait quoi, en tout cas contre le gouvernement. Ça, au moins, ce serait une manière d'être Coalition des d'accord. mécontentements, en tout cas. Voilà. Bon, je ne crois pas que ce soit d'abord utile, et je ne crois pas que cela convainque la plupart des Français. Les Français, j'ai bien entendu Carrefour, ce qui se passe. Que voulez-vous ? Carrefour, on divise par 8, 9 ou 10 la participation, alors même que le résultat a considérablement augmenté. Mais enfin, vous êtes salarié chez Carrefour, c'est normal que vous ne soyez pas tout à fait satisfait. D'ailleurs, depuis, la direction a mis de l'eau dans son vin. On annonce gaillardement 2400 suppressions d'emplois, sans dire comment vont évoluer les emplois de ceux qui vont en conserver. Donc, à un moment donné, il faut tout de même avoir une gestion des enjeux de demain qui soit respectueuse des femmes et des hommes qui travaillent là. Mais les enjeux ne sont pas de même nature. Ici, il s'agit de se dire, on veut s'arc-bouter sur un statut. Or, aujourd'hui, il n'y aura plus de recrutement statut, enfin aujourd'hui, demain, même si le statut reste pour ceux qui en bénéficient. Et à côté, il y a des conflits liés à une insuffisante rémunération. Richard Ferrand, l'un de vos députés, Gabriel Attal, qui est porte-parole du mouvement La République En Marche, a fustigé, a montré du doigt ce qu'il appelle une gréviculture. C'est-à-dire, en France, on ferait grève avant même de discuter de quoi que ce soit. Est-ce que c'est une expression que vous reprendriez à votre compte ? Chacun parle avec ses mots. Il y a une différence de génération entre Gabriel et moi, donc je ne parle pas comme lui, il ne parle pas comme moi. Bon, mais c'est vrai que il vaut mieux tout de même discuter en amont avant de décider de mode d'action. D'une manière générale, c'est quand même préférable. Bon, ensuite, là, ce qu'on constate, c'est que ça fait quand même plus de 2 mois qu'il y a de la concertation quotidienne entre les services de Mme Borne et les organisations syndicales. Cela va venir pour 3 mois au Parlement, des auditions seront menées, donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de dialogue. Simplement, dès l'instant que le cap est ferme et que l'on dit vers quoi on veut aller, alors, discuter, c'est pas renoncer. Justement, il y a une autre loi qui arrive au Parlement, c'est la loi Asile et Immigration. L'opinion, elle est à fond pour, et même peut-être un peu au-delà de ce qui est proposé. Vous devez gérer quand même une masse de députés relativement importante et qui a des hésitations sur le thème. Il ne faut pas confondre lutte contre l'antiterrorisme et l'immigration. On sent que le groupe est un peu flottant là-dessus. Le maximum de rétention également en question. 45 jours ou 90 jours.
Non, c'est pas flottant. Vous savez, moi, je lis alternativement dans les gazettes que notre groupe serait constitué de godillots, c'est-à-dire que moi je serais le caporal-chef et qui ferait que je voudrais que ça n'avance qu'avec une seule tête. Et d'autres fois, je dis, oh là là, ça flotte, il y a le bazar. Non, il y a la vie normale d'un groupe. Ça veut dire que sur des sujets évidemment importants, avec 313 membres qui ont une histoire politique différente, parfois qui n'en ont pas d'ailleurs, puisque nous avons profondément renouvelé et rassemblé le groupe majoritaire, eh bien oui, il y a des débats. Et il y a des débats, il y a des incompréhensions, il y a des convictions fortes. Mais vous voyez, Bernard Coudurier, ce qui fait notre force, contrairement à ce que vous avez pu observer et décrypter sous le précédent quinquennat, c'est que lorsque chez nous ça pigne, comme on dit chez nous en Bretagne, lorsque ça s'affronte, c'est parce qu'il y a une sincérité dans la pensée. Mais il n'y a pas d'arrière-pensée. Personne ne cherche à nuire au président, au gouvernement ou à la majorité. Il y a de la sincérité. Donc c'est plus compliqué à gérer. C'est tellement plus passionnant. Prenons un exemple. Il y a la mesure phare, c'est la durée de rétention maximale qui passe dans le texte actuel de 45 à 90 jours. Absolument. Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre? Est-ce que ça pourrait être modulé à la baisse, ou que des garde-fous soient inscrits? C'est ce que demandent certains députés chez vous. Oui, mais je crois qu'il faut toujours retrouver le sens. Le texte mis sur la table par Gérard Collomb, de mon point de vue, il doit être un grand texte européen. Mais est-ce qu'il est verrouillé? Attendez, je vais vous dire, en matière d'asile, d'immigration et d'intégration. Donc, quand on regarde comment cela se passe à l'étranger, dans des démocraties type scandinaves, qui ne sont pas quand même des endroits où l'on est spécialement maltraité en termes de liberté publique, on voit bien que ce délai que veut fixer Gérard Collomb fait partie des délais usuellement retenus. Mais le versant de cela, c'est qu'en effet, on va plus vite sur l'examen des dossiers, et surtout que, par exemple, en matière de facilitation du travail, dès l'instant que l'on est admis en droit d'asile, cela va plus vite aussi. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que nous ayons un texte de convergence européenne qui fasse qu'on puisse faire en sorte que la France ne soit pas, pour celles et ceux qui arpentent les chemins de la misère, que la France ne soit pas un oasis illusoire, c'est-à-dire qu'il les attire alors que nous ne sommes pas en capacité de les accueillir. Mais je ne veux pas non plus, lorsque l'on décide d'accueillir des gens, que l'on tarde à leur donner les moyens de s'intégrer. Et donc pour cela, il faut converger vers ce qui se fait en Europe, et les 90 jours en fait partie. C'est Richard Ferrand, le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, député du Finistère, qui est notre invité politique ce matin. Richard Ferrand, on passe à la réforme constitutionnelle. Édouard Philippe dévoile cette semaine le projet de réforme constitutionnelle. La voie parlementaire sera privilégiée, vous le pensez vraiment? Depuis le début, j'ai toujours entendu le président de la République et le Premier ministre dire qu'ils souhaitaient privilégier un accord entre les présidents des deux chambres, François de Rugy et ici Gérard Larcher, mais qu'à aucun cas nous ne renoncerions à 3 engagements cardinaux que nous avons pris devant les électeurs. Le candidat Macron, mais nous aussi derrière sa majorité parlementaire. C'est la réduction du nombre de parlementaires. 30%. Voilà. Vous le confirmez? Oui, enfin, c'est en tout cas ce que nous avions mis sur la table. Ensuite, s'il faut faire 31% ou 29%, qui fâche, on ne va pas s'écharper. La durée dans le temps, au bout de 3, on arrête, et une dose proportionnelle. Voilà. Gérard Larcher veut 10%, François de Rugy 25%. Ça commence mal. Bon. 50 ou 100 parlementaires. Comment? 50 ou 100 parlementaires. Ah, bah écoutez, on verra bien ce que le Premier ministre met sur la table. Mais ce qui est en tout cas, ce qui est évident, c'est que le référendum est exclu maintenant. Dans le contexte actuel, ce serait une folie. C'est mieux. Sur la proportionnelle, vous allez faire comment? Gérard Larcher veut 10%, François de Rugy 25%. Bah écoutez, moi je ne ferai pas une discussion de Maquignon 10, 25 ou que sais-je. Ça change quand même Moi, ce que je regarderai, mais je pense que les deux présidents l'ont fait. Ce que je regarderai. Le pays est gouvernable avec quel seuil de proportionnel? Voilà, c'est comment fait-on en sorte pour qu'il y ait une gouvernabilité, une stabilité parlementaire, mais aussi qu'il y ait une bonne représentativité des territoires. Car quand vous faites en même temps la diminution du nombre de parlementaires et que vous augmentez la part de proportionnel, à ce moment-là, vous diminuez les élus de terrain. C'est ainsi, c'est objectif, ça. C'est une règle de 3. Donc il faut trouver là le juste équilibre. Et moi, c'est quand, à la fin
je trouverai que ça répond à ces objectifs, que je vous dirai s'il faut que ce soit 12,8, 21,4 ou 17,7. Les élus de terrain, Richard Ferrand, il y en a qui sont en difficulté actuellement et qui le disent, ce sont les élus de banlieue. La maire de Chanteloup-les-Vignes, hier, s'est plaint et a dit « Nous sommes tous des Gatignons ». Elle a une école primaire qui a brûlé. Alors Gatignon, c'était le maire de Sevran qui a démissionné. Ils se sentent abandonnés par l'exécutif. Alors, qu'est-ce que le pouvoir prépare pour les banlieues qui semblent être une sorte d'angle mort un petit peu de la politique actuelle? J'ai entendu ces messages et par conséquent, il faut y être extrêmement attentif. Emmanuel Macron, plusieurs fois, a eu l'occasion de dire qu'il fallait que l'on sorte de ce système où des gens sont assignés à résidence. C'est-à-dire ne peuvent pas bouger de là où ils sont, ni sur le plan physique, parce qu'il n'y a pas de moyen de transport, ni sur le plan de l'emploi, sur le plan de l'évolution dans leur vie. Donc là-dessus, vous savez, Jean-Louis Borloo prépare un rapport. Prépare un rapport avec des propositions, et s'il est quelqu'un qui a montré son expérience et sa compétence en ce domaine, c'est bien lui. Mais moi, il me semble qu'en effet, il va falloir se saisir de cela, mais l'objectif, ce n'est pas qu'on fasse quelque chose qui soit spécifique ou territorial, mais c'est que l'on démontre que nos politiques fonctionnent mieux. Et depuis le 1er avril, vous le savez peut-être, et ce n'est pas un poisson d'avril, les emplois francs qui étaient dans notre programme rentrent en application. Et comme vous le savez, ça consiste à faire que lorsque vous embauchez quelqu'un qui vient d'un de ces quartiers réputés difficiles, eh bien vous êtes dégrevé de toutes charges diverses, ce qui permet d'embaucher plus aisément quelqu'un qui vient de ce quartier. Il nous reste 2 minutes, Richard Ferrand. Hubert Coudurier, 2 dossiers qui vous intéressent particulièrement. L'agroalimentaire, avec Doux. Voilà. Et Notre-Dame-des-Landes aussi. L'agroalimentaire dans l'Ouest est en grande difficulté. On vous a accusé, en tout cas la légérie de Doux, Madame Ourmand, déléguée Force ouvrière, de ne pas être assez présent sur le dossier. Vous dites avoir travaillé en coulisses. Heureusement, vous avez suscité une solution à la française. Vous savez, c'est simple. Quand on a compris, dès le mois de septembre-décembre, que 1, Doux était en train de couler, 2, que son actionnaire actuel, Terena, voulait partir, nous avons mis en mouvement à la fois Jean-Yves Le Drian et le ministère des Affaires étrangères et la diplomatie économique pour trouver des repreneurs. Ça a été ensuite des relations avec Kelmujagem en Arabie Saoudite et le candidat repreneur ukrainien. Le ministère de l'économie s'est aussi engagé avec nous sur cet enjeu, le ministère de l'Agriculture, pour préserver cette filière avicole. Il reste 1 minute. Et comme d'habitude, je suis le député Doux, si je puis dire, et je puis vous dire que depuis le 1er juin 2012, date du premier dépôt de bilan, il ne se passe pas une semaine sans que je ne sois pas concentré sur cet enjeu. Dernière question, le 9 avril, vous mettez le paquet pour l'expulsion de la centaine de zadistes de Notre-Dame-des-Landes, ou vous reculez encore, comme vous l'avez déjà fait sur ce dossier? Non, il ne s'agit pas de reculer, il s'agit de faire respecter l'état de droit. Ça faisait 40 ans que l'État tergiversait. Là, il y a eu une décision. Bon, ça aurait pu être une autre. En tout cas, il y en a une qui a été prise. Et maintenant, il faut que l'état de droit soit respecté. Merci beaucoup Richard Ferrand, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, député du Finistère, on l'a compris, d'avoir été notre invité politique. Dans un instant, le débrief de l'actualité et de vos propos avec Yves Tréhard et Denis Jambard. A tout de suite. Voilà, Richard Ferrand quitte ce plateau, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, font leurs entrées. Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour Yves. Bonjour Cyril, bonjour et Denis, bonjour à tous. Denis Jambard, éditorialiste à Nice Matin. Cyril, bonjour Yves, bonjour. Je suis intéressé particulièrement par 2 choses. La une du Berry républicain, la galère commence, on l'a vu tout à l'heure, et puis par l'édito d'Yves Tréhard dans le Figaro aujourd'hui. S'ils cèdent, ils pourront dire adieu au train de réforme qu'ils entendent conduire. Il s'agit du gouvernement. Vous avez de bonne lecture. C'est la métaphore du déraillement. Oui. Non, mais tout le monde le dit. Bon, c'est un peu une banalité que de l'ajouter, mais il est évident, si vous voulez, que je ne sais pas si c'est la mère des réformes, il ne faut pas exagérer, mais test en tout cas. C'est un test. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, contrairement à d'autres réformes qui peuvent être très difficiles aussi, notamment la réforme de la fonction publique, notamment la réforme de l'université, de l'entrée à l'université, c'est une réforme qui, donc génère ou engendre une grève, et cette grève, elle
elle perturbe tout le monde, si vous voulez. Tandis que vous changez le bac, ça perturbe les jeunes, vous changez la fonction publique, ça... Voilà. Tandis que là, ça impacte tout le monde. Est concerné et impacté, comme vous dites, je déteste ce mot, mais impacté par cette grève. Là, il est vrai. Et donc, vous ne détestez pas Cyril Viguier. Par définition, non, bien sûr que non. Et par définition, si les clients, et non pas les usagers, si les clients ont le sentiment qu'ils cèdent le gouvernement, eh bien, ils auront le sentiment qu'il peut céder sur tout le reste. Et c'est pour ça que c'est un mouvement qui est tout à fait capital. Denis Jambin, est-ce qu'il y aura une marge de manœuvre? Je ne sais pas, j'imagine que le gouvernement a prévu quand même du grain à moudre, comme disait autrefois Blondel ou surtout Bergeron. Bergeron, son prédécesseur. Mais c'est vrai que c'est un moment très important. C'est un moment important pour le gouvernement, en effet, parce que s'il cale, derrière, ça sera très compliqué de passer des réformes. Et je trouve aussi que c'est un moment très important pour la CGT, pour la notion de grève. Parce que si cette grève échoue, si le gouvernement ne recule pas, l'idée de grève, à mon avis, elle sera peut-être pas morte, mais très abîmée dans le pays. Et très abîmée dans le pays. Pourquoi? Parce que, au fond, les cheminots sont les seuls qui peuvent bloquer tout le pays. Si le blocage du pays par la grève aboutit à rien, à quoi servira la grève ailleurs? Donc je trouve que la CGT a pris un risque considérable dans cette affaire, que sans doute le pouvoir le mesure. Et ça me paraît difficile pour lui de lâcher. Dans les deux cas, c'est très difficile des deux côtés de lâcher. Le seul vrai risque pour le gouvernement, c'est ce qui avait été évoqué il y a une seconde par Richard Ferrand. Les questions qui lui ont été posées, c'est éventuellement une cristallisation, pour ne pas reprendre le mot convergence. Une coalition des mécontentements. Luttes, comme dit, voilà. Et c'est vrai que c'est embêtant de voir qu'en même temps, il y a de l'agitation dans des universités. 10 sur 70, on verra comment ça évolue. Chez les éboueurs. Il y a les éboueurs. Et là aussi... le public et le privé se rejoignant dans des revendications. Air France, qui à peine commence à sortir de l'eau avec des revendications des pilotes. Donc voilà, c'est ce climat général. Alors moi, je n'annonce pas du tout un mai 68, parce que je ne crois pas que les choses se passent de la même manière. Mais c'est vrai que si le pays se met à s'enrayer, au moment où l'économie redémarre, eh ben c'est compliqué. Yves Tréhard, il doit faire de la pédagogie, le gouvernement, comme Richard Ferrand a commencé à le faire sur ce plateau ce matin, expliquer les choses vraiment. Oui, mais il ne faut pas exagérer non plus. Je trouve que la pédagogie, elle a été faite, si vous voulez. D'abord, contrairement à 1995, c'est pas une réforme qui prend les gens par surprise. Tout le monde, y compris les cheminots, savait que c'était au menu. Deuxièmement, la pédagogie, elle a été faite. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est quoi cette réforme? Cette réforme, elle a deux objectifs. Un, changer le statut des cheminots. Non pas des cheminots qui travaillent aujourd'hui, mais ceux de demain. Et deux, faire passer cette société en société nationale, et non pas en société anonyme, comme j'ai pu l'entendre dire ici ou là. Mais ça reste une société publique. Et pourquoi? Pour que, elle soit concurrentielle, compétitive par rapport à ceux qui peuvent arriver. Bon, après, il y a l'histoire du sac à dos social et tout ça. Non, bon. C'est une réforme qui a été tout à fait présentée normalement. Mais vous savez que les syndicats, chez nous, ont tendance à un autisme prononcé. Dites pas les syndicats. Pardon? Ne dites pas les syndicats. Quand vous écoutez Laurent Berger hier... Oui, mais Laurent Berger, oui, il a tendance à tendre aussi quand même un petit peu. Non, là, il est dans un discours pour détendre. Enfin, bon. Il varie avec la météo, mais quand même, il y a quand même une tendance syndicale, surtout chez les cheminots. Sudrail, c'est un syndicat qui est dur. CGT, ils sont quand même très partagés, mais les durs sont quand même assez dominants. Donc, il y a une partie, c'est vrai, un bras de fer qui autour d'un sujet qui est connu, mais beaucoup ne jouent pas le jeu. C'est ça l'histoire. Denis Jambin. Moi, je crois que et là encore, Richard Ferrand, on voit bien que le discours a évolué. Stigmatiser les cheminots serait, à mon avis, une erreur du gouvernement. Il ne l'a pas du tout fait. Il ne l'a pas fait, justement. Au contraire. Et je pense qu'il a rendu hommage à cette profession. profession. Il y a une nécessité de mettre les choses en perspective. Parce que l'échec, alors on peut critiquer les cheminots, le statut, etc. Voilà. Mais c'est quand même la politique ferroviaire de la France, conduite par des gouvernements successifs, qui est aujourd'hui en échec. C'est pas simplement les cheminots.
Bien sûr. Moi, par exemple, je me pose beaucoup de questions sur Monsieur Pépi et pourquoi on en est là. Après tout, c'est le patron de cette entreprise et je vous assure que dans le privé, il ne serait plus là. Mais Denis, le problème de Monsieur Pépi, c'est qu'il n'a pas la main. Vous avez vu que dès qu'il voulait faire une réforme, eh bien, le gouvernement précédent et ses prédécesseurs aussi, c'est tout de suite le ministre des Transports qui décide. Donc Guillaume Pépi, il n'a pas le bon rôle, je dirais. Et je dirais qu'au-delà de ça, parce qu'il va y avoir aussi le problème du gaz, de l'électricité. Si vous regardez bien, toutes ces grandes entreprises publiques qui ont été considérées comme des fleurons, je dirais, du service public à la française, elles sont dans un sale état, ces entreprises. Et on va découvrir... Où elles doivent s'adapter. Oui, mais le problème, c'est que si on tarde, par exemple, avec EDF, avec le nucléaire, eh ben, on va s'apercevoir que c'est un gouffre financier et qu'on n'a pas les moyens ni de sortir correctement du nucléaire, parce que la sortie suppose des milliards d'euros pour démanteler les centrales. Pour très longtemps. Pour très longtemps. Ou alors de les rénover, ces centrales, et ça coûte tout aussi cher. Un petit mot sur Richard Ferrand. Donc, il est à la tête d'un groupe de plus de 300 députés, vous l'avez entendu ce matin. On l'accuse soit que ces députés soient godillots, soit que ces députés soient, on va dire, indisciplinés. Est-ce qu'il a un rôle essentiel? On va parler un peu de lui, pour terminer ce débrief. Ah bah, il a un rôle essentiel parce qu'il a... Est-ce qu'il a recouvré un rôle essentiel? Non, mais il a un rôle essentiel depuis le début. Alors après, il y a eu ces problèmes, je dirais, judiciaires personnels qui sont évidemment pas évidents. Mais il a un rôle essentiel, pourquoi? Pour deux raisons. D'abord parce qu'il a un groupe qui est important, plus de 320 députés. Il a la clé de la majorité. Et, oui, bien sûr. Et deuxièmement, il a un groupe inexpérimenté. C'est-à-dire que ce sont des jeunes, pour la plupart, des Mais nouveaux. il a dit que c'était une bonne chose, d'ailleurs. Mais oui, mais il a dit que c'est une bonne chose. Ils n'ont pas toujours les codes, ils parlent, ils peuvent être appelés à... Oui, mais ça amène de la fraîcheur, ça. Oui, mais bien sûr. Mais donc, pour lui, c'est un peu plus compliqué. Denis Jeanbart. Oui, bon, de toute façon, le patron de la majorité parlementaire est toujours un personnage important dans le système politique, et particulièrement important quand on a une majorité écrasante. Donc il faut une personnalité forte pour le tenir. Et c'est vrai qu'il a eu des débuts difficiles. Pression en même temps, si vous voulez, pour utiliser le langage macronien, en même temps, il faut que cette majorité soit pas monolithique et qu'elle donne aussi un sentiment de diversité. Et on va le voir là, cette semaine avec absolument le sur la loi sur le asile-immigration qui va arriver en commission. Merci beaucoup Yves Tréhard et en même temps Denis Jeanbart qu'on retrouvera en même temps mardi prochain. Tout de suite. Vous n'avez pas donné le titre de directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Voilà. C'est parce qu'il est toujours adjoint, c'est pour ça. C'est l'heure du Zap Monde. Un résumé en quelques minutes de ce que vous devez savoir de l'actualité du monde. On le regarde ensemble. Dans les rues de Pretoria, l'heure est au chant et aux danses pour masquer la tristesse. Ses habitants défilent en hommage à Winnie Mandela. Des anonymes, mais aussi de nombreux cadres de l'ANC, le parti au pouvoir. Et même le président. Tous ont fait le déplacement pour cette commémoration nocturne et improvisée. C'est très triste, car aujourd'hui nous avons perdu quelqu'un de combatif. C'était une inspiration et c'est toujours un modèle, même après sa mort, pour toutes les femmes en Afrique du Sud. C'était un rock. Elle n'avait peur de rien et surtout pas de dire ce qu'elle pensait. C'était le 26 février. Le Premier ministre français annonçait une grande réforme de la SNCF pour réduire sa dette colossale et la préparer à l'arrivée de concurrents privés. Une question qui se pose d'ailleurs aussi en Belgique puisque les directives européennes prévoient l'ouverture complète du rail à la concurrence pour 2023. L'ouverture à la concurrence n'est une surprise pour personne. Partout où elle a eu lieu chez nos voisins, elle a permis une hausse de la fréquentation et une amélioration des services. Une quinzaine de pays en Europe ont déjà ouvert leur chemin de fer au privé. Alors pourquoi, si on négocie encore, les syndicats appellent-ils déjà à la grève? Parce que le gouvernement a prévenu que si la concertation ne débouchait pas sur un accord avant l'été, il ferait passer sa réforme en force, par ordonnance, en évitant les débats parlementaires. Dans ces bâches noires, les victimes du dernier massacre perpétré par Boko Haram. Dimanche soir, les djihadistes ont lancé une nouvelle attaque contre Maïdougouri. Pendant plus d'une heure, des explosions et des tirs ont été entendus dans 2 quartiers de cette grande ville du nord-est du pays.
Tesla, le constructeur de voitures électriques, continue de sombrer. Le titre a perdu 25% de sa valeur depuis février et 5% supplémentaires rien que ce lundi après un drôle de poisson d'avril. Elon Musk, le PDG, s'est mis en scène sur Twitter avec une pancarte sur laquelle on peut lire « En faillite » et cela n'a pas du tout fait rire les investisseurs. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle émission et mardi prochain avec Yves Tréhard et Denis Jambard en même temps. Bonne semaine à vous et attention aux galères dans les transports.